qu'on on a fait, construit et fait vivre, on est en train de passer le relais. Donc souvent, ces 2 thèmes que sont la retraite et la transmission vont de pair. C'est-à-dire que, ça arrive, hein, on transmette son entreprise avant le terme de la retraite, mais c'est souvent quand même 2 points dans le temps qui sont liés. D'où l'importance du rétro-planning, c'est-à-dire que si on ne définit pas convenablement notre date de retraite, de cessation d'activité et de liquidation de nos retraites, ça va être difficile de construire le rétro-planning en conséquence. J'ai vu trop souvent des gens qui avaient construit un peu leur rétro-planning et qui, par un petit peu manque de vigilance, avaient pu le défaire et le reconstruire sur une autre date puisqu'ils n'étaient pas assez précis dans leur date de départ à la retraite ou alors qu'ils n'avaient pas forcément compris l'impact de la réforme. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui se glissent au milieu. Pourquoi est-ce important? C'est également parce que la retraite et la fiscalité de la transmission, ça fait souvent l'objet de réformes. La retraite, hein, il y en a une en 2023, on en avait en 2015, en 2010, en 2003, j'en oublie certaines, mais c'est quand même assez récurrent. D'ailleurs, politiquement, on sent que c'est encore un peu instable sur la question, donc affaire à suivre. Et puis la fiscalité, elle est un petit peu opaque. On sait qu'il y a ce que j'appellerais du frottement fiscal, des fois au moment de la transmission, mais qu'il y a quand même des possibilités d'exonération, donc on n'y voit pas très clair sur les conditions aussi de la transmission de son entreprise ou de son patrimoine. Pourquoi est-ce important? Un dernier point qui me semble vraiment important, c'est que au moment de la retraite, il y a une baisse du niveau de vie qui peut être plus ou moins significative, mais qui est à anticiper. Dit de manière un peu plus directe, c'est vrai que c'est pas, que c'est trop tard d'envisager cette baisse du niveau de vie et d'essayer de se construire un complément de revenu quand on approche la soixantaine. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire, mais ça devient de plus en plus difficile et l'effort d'épargne devient de plus en plus compliqué à fournir. Donc, du coup, c'est quand même bien d'anticiper aussi cette phase-là, de se poser les bonnes questions pour se constituer des compléments de revenus. Voilà pour cette phase introductive. Donc, j'ai essayé d'articuler la présentation en 2 grands thèmes, un qui va concerner la retraite plus spécifiquement et l'autre la transmission. La retraite, ça sera de se poser les questions essentielles, hein. Quel âge, quel montant, les dispositifs spécifiques qui existent, et puis anticiper ses revenus à la retraite. La seconde partie sur essayer de se donner un peu les grandes étapes d'une transmission réussie, ça sera se définir ses besoins qui sont assez redondants par rapport à ce qu'on aura dit sur la retraite. Apprécier sa situation patrimoniale parce que vous vous rendrez compte que dès qu'on parle de transmission d'entreprise, ça fait un petit peu tache d'huile sur la transmission du patrimoine au sens global du terme. C'est aussi quelle est la valeur de notre entreprise pour savoir si ça peut constituer justement un complément de revenu au moment de la retraite ou pas. Est-ce que je loue, est-ce que je vends? C'est un petit peu toutes ces questions. Et puis, quels sont les outils de transmission qui sont à votre disposition? Donc, vu le schéma et vu le temps imparti, hein, vous vous rendez bien compte qu'on ne pourra pas être à fond et dans le détail sur toutes les parties, mais j'espère en tout cas vous donner les notions essentielles. Alors, la retraite. Donc, il faut être acteur dans tout ça parce que malheureusement, c'est pas les caisses de retraite qui vont venir vous taper sur l'épaule en vous disant, en vous préparant tout ça, en vous disant qu'est-ce qui manque dans votre carrière, etc. C'est à vous de vous poser les bonnes questions au bon moment. Une fois que vous avez que le relevé de carrière est récupéré, régularisé si besoin est, ça vous permettra de déterminer l'échéance et les conditions. Il s'agit aussi de définir ses objectifs. Alors, moi, je les qualifie en 3 niveaux, hein, vital, normal, idéal de revenus. Évaluer ses ressources prévisibles annuelles, donc ça, c'est l'estimation de pension de retraite qui nous y aidera. Et connaître, construire et adapter les compléments de revenus pour, du coup, assurer un niveau de vie correct ou en tout cas qui répond à vos besoins.
Alors, un rapide diaporama de ce qui se passe en France en termes de retraite. Là, ce matin, nous allons traiter essentiellement de ce que nous appelons les retraites obligatoires. Donc, c'est la partie jaune de mon petit schéma. C'est les retraites dites de base et retraites complémentaires. Toute activité à ces deux niveaux-là, enfin, sert ces deux types de droits, retraite de base et retraite complémentaire. Mais après, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des retraites supplémentaires facultatives, qui sont soit des retraites dites d'entreprise, donc qui passent via une activité en entreprise, comme le PERCO, le PERECO, etc. Ou alors des retraites individuelles qu'on connaît plus maintenant sous le nom de PER individuel. Mais je vous ai un peu dressé le décor et le panorama de tout ce qu'on pouvait mettre sous le nom de retraite en France. Alors, les retraites, faut aussi comprendre, mais ça, je pense que j'enfonce une porte ouverte, qu'il y a deux systèmes hein, qui existent en France. Le système dit de répartition pour les retraites obligatoires, où en fait le principe est assez simple, hein, c'est les actifs et les employeurs qui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. D'où un peu cet écrasement qui fait que démographiquement, comme la population vieillit, eh bien, il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Du coup, c'est ce qui fait un petit peu un effet ciseau. Et puis un système par capitalisation pour les retraites supplémentaires, où là, c'est un système un peu plus, comment dirais-je, individualiste dans la mesure où c'est les actifs qui épargnent pour augmenter le montant de leur future retraite. Souvent, c'est des systèmes de points. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Là, je vous ai mis ce petit schéma qui, même si, bon, ben, faut plus en parler, mais il y a l'avant et l'après-réforme. Enfin, quand je dis il faut plus en parler, il faut faire abstraction de ce qu'il y avait avant réforme, puisque maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les règles actuelles. Mais je trouvais ça assez parlant, ce petit schéma, où en fait, il est à lire de la manière suivante. Par exemple, si je prends l'année 1965, ce que le schéma nous dit, c'est que l'âge légal est de 63 ans et 3 mois, et que pour avoir une retraite à taux plein, il faut aller chercher 163, 12, excusez-moi, trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Alors, ces notions-là sont très importantes à comprendre. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel on peut prétendre à une retraite, peu importe le nombre de trimestres dont on dispose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je suis née en 65, à 63 ans et 3 mois, j'ai le droit à une retraite, même si j'ai pas assez de trimestres, j'ai pas les 172 trimestres pour avoir un taux plein. Le seul bémol de l'histoire, c'est que dans cette configuration-là, ma retraite sera à ce moment-là décotée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément atteindre les 172 trimestres, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une décote et qu'il faut peut-être l'apprécier, cette décote, pour savoir si ça vaut pas le coup de travailler un petit peu plus pour avoir un droit viager un peu plus important. Du coup, là, je vous ai fait un petit peu un patchwork de ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est-à-dire que la meilleure source d'information, c'est votre relevé de carrière. Ce relevé de carrière, vous pouvez le trouver sur le site Info Retraite. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez créer votre compte. Alors là, je vous ai fait des aperçus d'écran de mon propre compte à moi, hein, par facilité. Mais vous voyez que sur la droite de l'écran, hein, une fois qu'il est créé, vous avez tout un tas de rubriques qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur votre carrière, qu'est-ce que les caisses connaissent de vous. Donc récupérer ce fameux relevé de carrière ou relevé de situation individuelle qui vous permettra de voir si cette carrière, elle est conforme à ce que vous connaissez, ce que vous savez. Est-ce que toutes les périodes sont enregistrées, sont recensées? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Est-ce que pour ces messieurs, il ne manque pas le service militaire à régulariser? Bref, c'est vraiment de s'approprier ce document, de voir s'il est juste ou non, et après, bien souvent, malheureusement, il y a des anomalies ou des choses manquantes, c'est de rentrer dans un travail de régularisation. Parce que si en plus vous êtes un petit peu à
court en trimestre, tout trimestre gagné peut vous éloigner d'une décote importante ou peut vous faire partir plus tôt. Donc c'est assez essentiel de vraiment de régulariser tout ce que vous pouvez sur ce fameux document qui s'appelle le relevé de situation individuelle, pardon. Aussi, de manière assez presse-bouton, vous pouvez avoir une estimation de votre retraite, de vos droits à retraite. Alors, soit en mode presse-bouton où vous ne paramétrez rien, soit en mode simulation personnalisée. Vous dites, bah voilà, moi, dans les 10 années qui me restent encore à faire, j'aurai tel statut avec tel niveau de revenu, j'ai tant d'enfants, etc. Et donc, ça vous personnalise une estimation de retraite. Attention malgré tout, parce que ça reste des simulateurs, donc si le relevé de carrière n'est pas correct, si vous le paramétrez mal derrière l'estimation, bref, il peut y avoir quand même plusieurs sources d'erreurs. Donc même si aujourd'hui on a beaucoup de moyens pour faire des estimations de retraite grâce au simulateur Marel qu'il y a sur le site Info Retraite, le mieux c'est encore quand même de se faire accompagner par des gens un peu plus aguerris sur le sujet parce que les sources d'erreurs sont quand même importantes. Euh, du coup, voilà pour le niveau informatif. Là, c'est vrai que je vous invite fortement à faire déjà ce travail de recensement de l'information et puis de voir si votre relevé de carrière est bon ou non. Donc, vraiment l'importance de s'informer sur le sujet. Euh, Aussi, il faut savoir qu'il y a des dispositifs spécifiques qui peuvent permettre des départs anticipés. Alors, il y en a dont je ne vais pas développer, hein, mais pour que vous sachiez qu'ils existent, sous fond de départ anticipé pour handicap, départ anticipé pour incapacité, départ anticipé pour inaptitude, et sans doute le plus connu de tous, c'est le départ anticipé pour carrière longue. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce dispositif? Eh bien, il nous dit que pour les assurés qui ont démarré pardon, leur carrière relativement tôt, donc il y a 4 bornes d'âge hein, qu'on peut aller chercher, 16, 18, 20 et 21 ans, et qui vont chercher le nombre de trimestres qu'on leur demanderait pour acquérir un taux plein, à savoir 172, peuvent partir plus tôt. Donc là, je vous donne un exemple encore sur mon année 65, on ne va pas changer. Pour quelqu'un, un assuré né en 65, qui a commencé à travailler avant 20 ans. Donc quand je dis commencer à travailler, il faut quand même être un peu plus fin que ça. C'est-à-dire que déjà, on va regarder, comment dirais-je, avant la fin de l'année civile de ses 20 ans, s'il a 4 ou 5 trimestres selon le mois de naissance. Et puis après, ce qui est vraiment compliqué ou le plus, en tout cas, difficile à appréhender, c'est que pour aller chercher une retraite à 60 ans et 9 mois, il va falloir qu'on soit très fin sur la définition des trimestres, puisqu'on veut qu'il y ait 172 trimestres cotisés, et pas forcément que validés, mais bien cotisés. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le terme cotisé et validé? Cotisé, c'est forcément effectivement travailler. Validé, ça peut être des périodes de chômage, de maladie, de service national, etc. Donc, au milieu de tout ça, il faut quand même accepter, enfin le législateur accepte qu'il y a des aléas de la vie. Et dans ces aléas de la vie, il dit, bon, ok, il peut y avoir du chômage, mais je vais le prendre comme réputé cotisé et donc rentrer dans l'analyse de mes 172 trimestres dans une certaine mesure. Je crois que le chômage, on est sur 8 trimestres, il me semble. Le service national, c'est 4. Enfin voilà, il y a une certaine tolérance pour ramener dans cette définition durée cotisée des trimestres qui sont normalement validés, mais elles ont leur plafond. C'est-à-dire que si vous avez 12 trimestres de chômage dans votre carrière, tous ne seront pas pris en compte pour apprécier un départ anticipé pour carrière longue. Au même titre que les trimestres pour les enfants ne le seront pas du tout. Les trimestres qui ont été validés par l'assurance vieillesse parents au foyer le seront, mais dans une limite de 4, et ça, c'est une nouveauté de la réforme. Voilà. Donc, c'est quand même le plus difficile à appréhender, c'est la nature des trimestres qu'on va chercher. Il faut impérativement que ça soit cotisé ou réputé cotisé. Et c'est ça l'analyse, le plus difficile de l'analyse pour un départ anticipé pour carrière longue.
Du coup, les points de vigilance quand on se penche sur sa retraite, ses conditions de départ à la retraite, c'est, comme je le disais, regarder enfin, récupérer déjà son relevé de carrière, l'analyser. Est-ce qu'il y a des anomalies ou des régularisations à faire? De se poser la question du quand. Après, le quand, ça ne veut pas forcément dire du coup que vous allez forcément prendre cette date-là de départ. Ça peut être un peu plus tard parce qu'il y a un enjeu, parce que peut-être un trimestre de plus va vous faire gagner quand même un nombre d'euros par mois significatif pour vous. Il y a peut-être des questions à se poser sur le quand. Est-ce que je peux prétendre à un taux plein? Ça, c'est pas une fin en soi, mais en tout cas, c'est de se poser la question de quand est-ce que je peux partir? Est-ce que je pars dans la condition de taux plein? Est-ce que, encore une fois, j'ai pas intérêt à faire un trimestre ou deux de plus pour aller chercher une retraite un peu plus importante? Puis-je cumuler emploi et retraite et dans quelles conditions? Donc ça, c'est des vraies questions parce que le cumul emploi a un petit peu évolué. Le législateur a voulu le rendre un peu plus attractif en se disant ben, on va le faire en sorte qu'il soit dans certaines conditions rémunérateur et porteur de nouveaux droits, ce qu'il n'était pas avant la réforme 2023. Il s'agit quand même d'avoir en tête les dispositifs réglementaires. Est-ce que je peux partir de manière anticipée? Donc, est-ce que je peux faire du cumul emploi-retraite? Ça, on en a déjà parlé. Est-ce que je peux pas faire de l'assurance vieillesse volontaire? Donc, ne plus avoir d'activité, mais cotiser quand même en attendant que je puisse prendre ma retraite. Et être dans une logique d'arbitrer entre différents scénarios, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, de se mettre plusieurs bornes par rapport à une logique d'entreprise, par rapport à une logique d'âge, par rapport à une logique de cotisation, et de se dire quel est le moment le plus opportun et qui, pour moi, correspond à des conditions de départ suffisamment satisfaisantes. Voilà, on va essayer de trouver un consensus entre tout ça. Pour finir sur le sujet de la retraite, en tout cas des retraites obligatoires, je vous ai mis les tribulations du futur retraité. Donc c'était un peu sur le ton humoristique, mais ça retrace tout ce qu'on vient de se dire. En un, je vérifie mon relevé de carrière, je fais corriger les irrégularités d'enregistrement par chacune des caisses, je coordonne l'ensemble des démarches, je maîtrise toute la réglementation, je m'applique le ou les dispositifs bonifiant mes droits, je sais calculer exactement, je compare les différents scénarios, je décide, je mets en œuvre, je contrôle le bon déroulement et je célèbre ma victoire. Donc c'est sur le ton de l'humour, mais voilà, ça se fait pas non plus en peu de temps, ça se réfléchit, ça s'anticipe. Du coup, là, ça nous fait un peu la transition avec la transmission de l'entreprise. Souvent, comme je l'ai dit en introduction, on a un niveau de revenu en activité qui a tendance à s'effriter au moment de la retraite. Et après, il s'agit quand même d'essayer de se projeter en disant quelles seront mes dépenses vitales ou alors de confort pour voir quel est le complément de revenu à mettre en place pour que soit on maintienne les revenus d'activité, soit on les complète légèrement parce qu'on a besoin, on aura moins besoin à la retraite. Mais en tout cas, c'est bien de doser tout ça et de se projeter dans cette dimension budgétaire. Les ressources viagères qui seront en place, bah, c'est les pensions de retraite obligatoires, les pensions de retraite facultatives. Il peut y avoir éventuellement des revenus d'activité parce qu'on peut être dans une perspective de cumul emploi-retraite. Ou alors tout simplement, on a conservé des parts dans son entreprise préalable. Des revenus du patrimoine, c'est-à-dire que les compléments de revenus qu'on s'est constitués, ce sont des biens immobiliers. Les revenus de capitaux mobiliers parce que voilà, on a fait un petit peu la fourmi au cours de sa vie et que on a fait des placements ou bien des assurances vie ou bien qu'on a investi dans d'autres structures. Mais c'est quand même bien de se projeter et de compiler tout ça pour vérifier que tous ces revenus associés vous permettront de vivre correctement ou encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à hauteur de vos besoins. Alors, ça, c'est simplement pour vous dire que tout ce travail un petit peu d'état des lieux, il est à faire évoluer dans le temps, puisqu'on peut évoluer dans nos activités professionnelles. Il y a aussi des évolutions réglementaires qui peuvent faire bouger les lignes. On l'a très bien vu avec la réforme de la retraite de septembre 2023 qui a obligé certaines personnes à décaler leur départ. Et puis après, selon comment on a placé son argent, eh bien, en effet,
les marchés financiers bougent et ça peut impacter votre effort d'épargne. Et la question qui va faire la transition avec la seconde partie, c'est est-ce que le complément de revenu tant recherché ou tant voulu peut être assuré par la transmission de mon entreprise? Donc, moi j'aime bien la phrase suivante qui reprend pas mal les choses. C'est: «Une entreprise est un patrimoine particulier à transmettre puisque c'est à la fois un avoir, un savoir et un pouvoir». Donc ça, c'est super important, je pense, pour appréhender la transmission de votre entreprise. Alors, une transmission non préparée, ça peut, on peut malheureusement aller sur des situations d'indivision. Alors les indivisions, c'est pas non plus, dramatique en soi, mais ça peut aussi déclencher quand même des situations de blocage. Une transmission non préparée, ça peut être aussi laisser un conjoint survivant un petit peu, en comment dire? En problème, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de plein de choses. L'avenir de l'entreprise peut être rudement mis à l'épreuve. On peut avoir, des évolutions aussi législatives fréquentes sur le sujet, avec des coûts directs et indirects de la succession. Puisque bon, par transmission non préparée, c'est surtout des situations de décès, hein, que j'évoque. Et puis les enjeux fiscaux propres à la situation d'entreprise, comment on gère les revenus exceptionnels, les plus-values, et cetera, que peuvent entraîner ce type de situation-là. Donc préparer, anticiper la transmission de son alors exploitation entreprise, hein, c'est vrai que des fois il y a des connotations un peu agricoles dans ce que je vais, citer, mais grosso modo, que ça soit une exploitation ou une entreprise, ce sont les mêmes questions. C'est qui est susceptible de reprendre mon entreprise? Comment trouver un repreneur? Quelle est la situation avec mes propriétaires, mes associés? Qu'est-ce que je transmets? Je suis pas obligée de tout transmettre. Est-ce que je reste dans ma maison d'habitation qui est bien souvent enclavée un peu dans mes moyens et outils d'entreprise? Quand m'arrêter et transmettre? Est-ce que je peux le faire progressivement? Puis-je conserver une parcelle pour les agriculteurs? Puis-je continuer à travailler en étant retraité? Quelles sont les conséquences juridiques et fiscales? De combien aurais-je besoin pour vivre? Quelles sont mes ressources? Donc ça fait écho à la thématique de retraite que nous avons traitée au préalable. Donc l'importance de préparer sa transmission sur le plan économique, c'est savoir quels sont, mes besoins. Est-ce que je transmets parce que je veux prendre ma retraite? Est-ce que je transmets parce que je veux changer de statut, que je veux donner, que je veux céder progressivement, que je veux céder un salarié ou que je veux racheter une autre entreprise? Donc là, je vais aller vite parce qu'on l'a déjà traité. Sur le plan économique, c'est important d'appréhender et de préparer sa transmission parce qu'il peut y avoir une baisse de revenus significative et que les besoins financiers, on a besoin d'argent pour compléter sa retraite. C'est aussi prévoir les conséquences économiques sur la pérennité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on transmet les immobilisations, les parts de société? Euh, Où j'en suis de mon compte courant d'associé? Est-ce qu'il est important? Est-ce que du coup, il va mettre en difficulté mes associés restants? Et plus spécifiquement sur le côté agricole, est-ce que la notion d'agriculteur actif, sera toujours remplie? Est-ce que j'ai pensé au transfert MDPB, la transparence GEC? Si je pars, je perds une part de transparence, etc., etc. Sur le plan social et sur, la partie agricole là, la MSA, faut pas oublier qu'on est sur un principe d'annualité. Donc du moment que je suis chef d'entreprise au 1er janvier, je paye mes cotisations pour l'année. L'avantage que ça a, c'est quand même qu'on a nos 4 trimestres, peu importe quand est-ce qu'on cesse son activité. On peut la cesser au 1er février, ça marche quand même. Quel statut du cédant après transmission? Est-ce que je veux continuer à participer aux travaux, à l'activité? Heu, Est-ce que ça va se faire sous le couvert du cumul emploi-retraite? Sous quel statut? Quel statut, je donne à mon conjoint collaborateur puisque le statut de conjoint collab est étroitement lié à celui de chef d'entreprise. Donc si le chef d'entreprise lui-même cesse son activité, c'est comment on prend le virage pour le conjoint collaborateur? Est-ce que lui-même cesse son activité? Est-ce qu'il part à la retraite? Est-ce qu'il peut faire du cumul emploi-retraite? Est-ce qu'il reprend l'entreprise? Et toujours sur le plan social, mais là, on s'écarte un peu du chef d'entreprise lui-même. C'est en présence de salariés, il faut l'informer, informer les salariés, maintenir les droits et transférer dans la nouvelle entreprise. Sur le plan fiscal, je vais aller très vite là-dessus, mais cession de mon entreprise, ça peut engendrer des plus-values professionnelles. Donc là, pas de panique parce qu'il y a quand même des dispositifs qui existent pour arrondir les angles, mais en tout cas, faut s'en soucier, il faut les appréhender.
Et ça peut aussi permettre comment dirais-je, d'arbitrer votre transmission d'entreprise. Il peut y avoir des réintégrations fiscales. Là, pour les agriculteurs, ça va être de dire est-ce que j'ai des DPA, des PI, des EP qui restent, qui n'ont pas encore été affectés, qui du coup vont se réintégrer pardon, dans ma cessation d'entreprise, mes subventions d'équipement, mes revenus exceptionnels, l'incidence de la sortie de moyenne triennale fiscale. Par rapport à ce que je veux garder ou pas, il peut y avoir des régularisations de TVA. Il peut y avoir aussi des conséquences en termes de revalorisation des stocks, puisque dans mon entreprise, les stocks sont valorisés au cours du jour, ou alors souvent au prix de revient, mais quand on les sort pour leur valeur marchande, ben, il peut y avoir un peu de produits associés à ça. Et puis, dernier point, c'est que quand on cesse son activité, il y a des locaux professionnels qui ne sont plus professionnels, ou en tout cas, ils ne servent plus à sa propre activité, c'est plutôt ça. Et du fait qu'ils ne servent plus à votre propre activité, ils vont rentrer dans l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, ça peut être aussi une des conséquences fiscales d'une cessation d'activité. Sur le plan juridique, ben des fois, selon ce qu'on envisage, ça peut être judicieux de s'interroger sur la constitution d'une société au préalable afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Quels sont les avantages? Ben, c'est de séparer patrimoine personnel et patrimoine professionnel. C'est de faciliter la transmission. Je ne transmets pas forcément des biens immobiliers, mais je transmets des parts, donc c'est plus facile à allotir, à calibrer. J'atténue potentiellement les conséquences de la cessation d'activité. Je peux assurer une continuité des contrats qui sont liés à la société et non à la personne. Je peux piloter aussi la répartition du pouvoir et du résultat entre les associés exploitants et les associés non exploitants. C'est aussi le moyen de regrouper et de maintenir l'unicité des moyens matériels, bâtiments, cheptels, terres. Et c'est aussi un moyen de diversifier les modes de rémunération des associés. Sur le plan juridique, et là peut-être plus pour les agriculteurs, quid du foncier? Est-ce que je le loue? Est-ce que je le vends? C'est souvent de la location. Que deviennent mes baux? Donc là, en fonction des objectifs de chacun, on peut se poser la question de la cession du bail au conjoint ou au partenaire pacsé ou au descendant du preneur. Est-ce que je dois résilier pour retraite? Si oui, ben, s'y prendre quand même relativement à l'avance, puisqu'il faut faire quand même avant 12 mois avant l'échéance, un peu de formalisme autour de ça. Et puis se poser les questions de l'indemnisation des améliorations, parce que bien souvent, on a des constructions ou des plantations sur sol d'autrui. Sur le plan juridique toujours, mais là on change un peu du registre quand même, c'est les contrats. Donc ça, il y a aussi quand même des préalables. C'est voir avec son banquier et son assureur comment se passe cette cessation d'activité. Aussi, tout simplement aussi d'un point de vue économique avec le banquier, ben, de faire le point sur ses encours et de voir comment l'histoire se finit, si je peux le dire ainsi. Mais il y a quand même pas mal de questions à se poser sur le plan juridique, comme vous pouvez le constater. Donc, on repart sur cette dimension de comment je prépare ma transmission. Maintenant que vous avez bien compris les importances sur les différents plans économiques, fiscal, juridiques, c'est de se remettre un petit peu en ordre de marche sur comment j'appréhende tout ça et par quelle bougie attrape. Donc, c'est avant tout de revenir dans cette logique budgétaire à se dire de combien j'aurai besoin pour ma retraite. Dans ce combien, c'est de se dire, bon, bah, ok, j'aurai des retraites obligatoires qui vont me servir à tant d'euros, mais il y aura un petit manque. Est-ce que ce manque, c'est 500, c'est 1000 euros? C'est à définir et puis en face, mettre les bonnes solutions. Est-ce que ces compléments de revenus, ils peuvent être assurés tout ou partie par la transmission de mon entreprise? Eh bien, la question aussi à se poser au milieu de tout ça, c'est, mais au fait, combien vaut mon entreprise? Du coup, la valeur de l'entreprise, c'est quand même une étape incontournable. Ça dépend aussi de votre schéma juridique. Est-ce que je suis en entreprise individuelle ou bien en schéma sociétaire? Mais dans un premier temps, en tout cas, il faut se poser quand même la question de la valeur de tout ça, aussi bien sur les biens divisibles, hein, le bâtiment, le foncier, les matériels, les stocks, et invisibles, c'est tout ce qui est contrat, les droits à paiement pour les agriculteurs, les fonds de commerce, la clientèle, en règle générale.
Qu'est-ce que je souhaite transmettre? Parce que on ne veut pas forcément tout transmettre, on veut peut-être garder le foncier, on veut peut-être garder les bâtiments, et quelle valeur donner à l'exploitation, à l'entreprise. Donc là, le chiffrage du patrimoine, bah, c'est un état des lieux, de savoir, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux transmettre et donc ce qu'est-ce que je veux transmettre, combien ça vaut sur la valeur du marché. Donc là, on est plutôt dans une logique de valeur patrimoniale, hein. Je fais une liste de tout ce que je veux transmettre et je mets des valeurs, en face. C'est plus difficile et plus délicat quand on parle de parts sociales, hein. Je détiens des parts sociales dans un GEC, dans une SARL, dans une société. Combien vaut la valeur de la part? Donc ça, en général, vous vous faites aider par des structures comme Serre France, entre autres, pour vous aider à cheminer sur cette valeur de la part. Mais en fait, on confronte, hein, en général, la valeur patrimoniale des choses, quelles sont les valeurs marchandes de tout ça et quel est le passif en face. Et puis après, on a aussi une logique de valeur de rentabilité qu'on met en perspective là-dessus. Et ça fait l'objet d'un travail à part entière pour vous aider à approcher la valeur de l'entreprise. Quelle est la valeur de mon entreprise? Quelle est la valeur de la part que je veux vendre à mon repreneur? Alors, bien que vous vous fassiez aider par une personne tierce, après il y a le jeu de l'offre et la demande, hein, qui rentre en ligne de compte. C'est quand même, les grands principes de l'économie, hein. Si, j'ai peu de demandes en face, forcément ça va jouer sur la valeur de mon entreprise et je vais être tentée de la faire baisser. Bien qu'on m'a expliqué que tout mis bout à bout, la valeur de mon actif était de 400 000. Si personne n'est prêt à mettre 400 000, eh bien forcément, la valeur va baisser dans l'espace de négociation et la discussion que vous aurez avec, vos éventuels repreneurs. Et puis c'est aussi, je reviens sur cette notion de temps, hein, et de rétro-planning. Une fois qu'on a défini le qui va reprendre pour combien, c'est aussi très important de mettre tout ça dans une échelle temps, parce qu'il faut quand même que tout le monde s'y retrouve, soit prêt, l'un à transmettre, l'autre à reprendre, au niveau du calendrier, au niveau des finances. Est-ce que le repreneur est allé voir son banquier et a obtenu un accord? Donc c'est à tout ça à construire et à mettre en place. Donc je vais aller très rapidement parce que je vois que le temps passe et que je suis un petit peu bavarde, je m'en excuse. Du coup, comme je le disais en préambule, transmettre son entreprise, préparer sa retraite, forcément, enfin c'est assez souvent qu'on arrive au fait, j'ai pas que ça, j'ai pas que mon entreprise, j'ai des enfants, j'ai un conjoint. Comment va se passer la transmission de mon patrimoine au sens large? Donc là, on va encore un peu plus élargir le champ. Se dire, OK, là, je commence à y voir plus clair sur mon entreprise, mais sur ma résidence secondaire ou bien ma résidence principale, comment ça va se passer, comment j'aimerais que ça se passe et comment j'arrive à faire rencontrer ce que j'aimerais et ce qui va se passer. Parce qu'on se rend compte que c'est pas toujours ce qu'on aimerait, qui peut potentiellement se passer par rapport aux règles successorales, et cetera. Donc, quand on parle de transmettre son patrimoine dans sa globalité, ça peut aussi passer par créer une société, parce qu'on est dans un outil de transmission, un véhicule de transmission qui nécessite une stratégie préalable. Une fois qu'elle est clairement définie et que le cadre est posé, tout se passe, pour le mieux. Donc quand je parle de société, ça peut être ce qu'on appelle des sociétés dites foncières, une SCI, un GFA qui porte mon ensemble immobilier et puis après qui est plus facilement transmissible à mes enfants. À ça, on peut aussi associer le pacte du trail pour l'entreprise, puisque c'est une facilité quand même fiscale très importante aujourd'hui qui permet d'aller chercher des abattements non négligeables de 75% sur la valeur de son entreprise si on est dans une transmission familiale. Ça peut être la donation partage, ça peut être qui fige les valeurs transmises dans le temps et qui évite qu'elles soient remises un peu sur la table au moment de la succession. Surtout dans des cadres où on a des chefs d'entreprise où les valeurs d'entreprise bougent.
Ça peut être démembrer la propriété, puisque nous, cédants, repreneurs, enfin cédants, pardon, on est dans une perspective de conserver des revenus. Donc, c'est de se dire, bon, OK, je commence ma transmission, mais je garde l'usufruit de mes biens parce que je veux en garder la jouissance. Donc, garder la jouissance, c'est continuer à occuper les biens et aussi en récupérer les revenus. C'est aussi, dans le cadre de sa transmission, essayer de guider un peu ou d'arbitrer les choses par voie testamentaire. Je ne suis pas obligée de donner de mon vivant. Je peux aussi organiser les choses une fois que je suis malheureusement décédée. Ça peut être aussi parce qu'on a une volonté de protéger son conjoint survivant, d'aller au maximum qu'on puisse pour lui donner un maximum de pouvoir à travers une donation au dernier vivant. Donc ça, il y a tout un tas d'outils en fait pour transmettre son patrimoine comme on le voudrait. Mais avant tout, il faut quand même se poser les questions de, voilà, comment ça se passerait si j'étais amenée à décéder? Est-ce que la logique d'ensemble me convient? Quand je dis la logique d'ensemble, c'est vers qui vont mes biens, mes droits et dans quelles conditions. Et si par contre, une fois qu'on m'a expliqué ça, ça ne me convient pas du tout, eh bien c'est là où on sort les outils juridiques de transmission qu'on vient de citer au préalable et qu'on essaye d'orchestrer les choses pour que la personne s'y retrouve le mieux possible dans la transmission de son patrimoine au sens large. Là, je passe très rapidement là-dessus, mais c'était un peu une frise chronologique qui peut faire très peur, mais qui, pour les agriculteurs, montre un peu la chronologie qu'on peut mettre derrière une transmission d'entreprise. Donc, ça peut être d'y réfléchir pas moins de 10 ans à l'avance. Alors, 10 ans, ça fait peut-être un peu long, mais ça dépend des structures, ça peut correspondre, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser et beaucoup de choses à préparer et anticiper, comme j'ai essayé de vous l'exposer pendant cette présentation. Alors, bien sûr, du coup, en conclusion, vous avez compris, enfin je l'espère, qu'il faut être acteur dans la préparation de sa retraite, dans la transmission de son entreprise, commencer le plus tôt possible, pas trop tôt non plus, hein, mais disons qu'à 55 ans, c'est déjà pas mal de se poser toutes ces questions. Se fixer des objectifs en termes de revenus, s'adapter en permanence parce que l'environnement, les choses, vos objectifs peuvent évoluer dans le temps et actualiser donc la démarche en conséquence. Donc, par rapport à ça, bien sûr, euh, Serre France est là pour vous aider dans cette démarche. Donc, dès qu'on parle de transmission d'entreprise, ça va être vos conseillers récurrents, comptables ou conseillers que vous rencontrez chaque année qui peuvent vous y aider. Et puis pour ce qui est du conseil retraite, qui est un peu plus spécifique, on a cette cartographie là que je vous ai mis, où on a une logique de secteur, où au sud, ce sera mon collègue Frédéric Bress qui prendra le relais. Au centre, ce sera Florence Garnier et moi-même pour assurer donc cette partie retraite. Et puis plus au nord, ça sera Jean-Louis Joubert, mon collègue de Saint-Étienne de Saint-Joire. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai été assez claire. Oui, alors si vous avez des questions, je vois que vous n'en avez pas noté, mais vous pouvez prendre la parole en cliquant sur votre micro. J'ai été très claire, visiblement, ou alors tout le monde s'est rendormi, je ne sais pas. Bah, écoute, non, je crois que tu as été bien clair. Tu as donné pas mal de détails, donc on peut Oui, s'y poser. Hein, on tout peut se poser. était, Monsieur Crémieux, tout était très clair. Bon, très bien. Est-ce que ça vous a donné envie de travailler sur ces thématiques-là? Pour nous, c'est obligatoire. Mhm. On est dans une transmission familiale qu'il faut préparer. On a les enfants avec nous, donc il faut commencer. Alors, je prends la balle au bon. Quand on parle de transmission d'entreprise, hein, je rabâche, hein, mais c'est vraiment du vécu et par expérience que je vous dis ça, c'est que ça fait tache d'huile sur transmission du patrimoine au sens large. Et moi, je dis toujours que même si c'est pas facile, rien de tel qu'une belle réunion de famille
vous profitez des fêtes de fin d'année, des fêtes de Pâques, ce que vous voulez, mais pour amorcer un petit peu les choses, parce que ces discussions en famille peuvent vraiment faire émerger ce qui correspond le mieux à tout le monde, parce que des fois, les parents, ils vivent un peu dans des idées préconçues en disant, je pense que c'est ce qui plairait à mes enfants, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais en fait, ils sont des fois malheureusement un peu à côté de la plaque. Donc, rien de tel que d'associer tout le monde pour voir un peu comment se préparent les choses et elles sont envisagées des deux côtés. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout bon. Non? Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le webinaire en vous remerciant toutes et tous. Voilà, donc si vous voulez revisionner, je vous rappelle que je mettrai à disposition sur le portail client Air France Connect cette petite présentation. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous.